Nous sommes ravis de revenir dans ce colloque donc du produit à l'écosystème, l'innovation pour bien vieillir, notre troisième journée Silver Economy sur Grenoble, avec nos partenaires historiques, la Chambre de métiers et de l'artisanat, AG2R Lab Mondial, IRT Nanoélec, Minalogique, que j'en oublie pas, c'est toujours difficile, le département de l'Isère, bien évidemment, et TASDA en particulier, qui assure l'organisation opérationnelle et l'animation de cette journée. Donc il est 14 heures. Nous reprenons donc ce colloque avec deux temps forts cet après-midi. Maintenant, tout de suite, un premier atelier très pragmatique, pratico-pratique et judicieux sur à quoi faut-il être vigilant quand on s'adresse à des seniors, notamment dans le cadre des modes d'emploi. Premier temps fort. Deuxième temps fort à 15h30, nous aurons une réflexion partagée le plus possible sur les caractéristiques cette fois-ci de notre écosystème Grenoble-Isère suite à une démarche d'enquête et d'analyse que nous avons engagée avec l'AUEG, l'Alliance Entreprises Université de Grenoble. Donc une enquête sur l'écosystème local nous a permis finalement de collecter un petit peu quelle était la vision des besoins qu'il faudrait satisfaire, des services qu'il manquerait, qu'il faudrait compenser, des objectifs qu'il faudrait atteindre. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ces éléments-là avec quelques témoignages justement de réseaux ou d'acteurs forts sur cet écosystème. Je vais passer la parole à Amandine Porcher du TASDA qui va animer cet après-midi. Toujours en soutien, Yannick, Lauriane au niveau de la régie, l'équipe TASDA dans la salle pour aider aux connexions et à l'émergence des questions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en bas à droite par le chat de la salle virtuelle dans laquelle vous êtes. Voilà, et que chaque participant devra se rappeler qu'il doit activer sa caméra et son micro s'il souhaite parler. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais Amandine, je vais te laisser compléter. Voilà, je te passe la parole. Nous pouvons compléter en vous indiquant qu'en cas de difficulté de connexion via votre navigateur, il est possible de nous rejoindre par téléphone. Pour toutes les explications, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un par le chat. Donc, à présent, il va être question dans cette journée sur l'écosystème du bien vieillir de changer un petit peu de point de vue. Parce que ce matin, nous avons adopté plusieurs points de vue, celui des territoires, de leur développement, celui des entrepreneurs qui innovent au service des aînés et qui les accompagnent dans leur expérience du vieillissement. La conférence que nous allons vous proposer en début d'après-midi, eh bien, elle va nous proposer de changer de scope et d'essayer de nous rapprocher du plus possible du point de vue de ceux et celles qui font l'expérience concrète du vieillissement. L'objectif sera de mieux connaître le vieillissement afin que cela puisse nous guider dans nos pratiques de conception, d'innovation, d'accompagnement adressées aux aînés. En l'occurrence, il s'agira de faire des liens entre les effets du vieillissement et la façon dont les aînés appréhendent les nouveaux objets dans leur vie quotidienne. Le postulat de départ, c'est que plus un produit ou un service est facile à prendre en main par l'utilisateur et plus cet utilisateur parvient à le prendre en main, plus il aura de sens, il sera accepté auprès des utilisateurs finaux. Je vois qu'Emmanuel Montfort nous rejoint. Bienvenue. Cependant, concernant la prise en main et l'appréhension de ces objets du quotidien par les aînés, force est de constater que ça ne va jamais vraiment de soi. Régulièrement, les aînés sollicitent de l'aide. Alors, ils sollicitent de l'aide auprès de leurs proches, auprès de professionnels. Par exemple, sur le territoire isérois, on a l'association L'Âge d'Or qui est souvent sollicitée pour ce genre de demande d'aide. Mais théoriquement, pour être aidé dans la prise en main d'un nouvel objet, le mode d'emploi devrait être utile. Pourtant, nous constatons régulièrement que ce mode d'emploi est peu, voire pas utilisé, voire disparaît mystérieusement dans les abîmes de nos tiroirs. Alors, devrions-nous nous passer de mode d'emploi pour les produits destinés aux seniors? Comment pouvons-nous analyser le fait que très rarement
les seniors recourent au mode d'emploi et finalement, quelles précautions pourrions-nous prendre pour la conception de tels supports d'aide? Voilà les 3 questions que nos intervenants vont éclairer cet après-midi. Nous aurons le plaisir d'entendre Emmanuel Montfort, qui est maître de conférence HDR en psychologie à l'Université Grenoble-Alpes. Il est accompagné de 4 de ses étudiants. Je précise que toute la promotion a participé à cet événement. Je les remercie d'ailleurs, mais bien entendu, on ne pouvait pas tous les accueillir autour de cette table virtuelle. Donc, les étudiants en question sont Alexis Rovelli, Lucie Chauvin, Pauline Tugler et Elisa Giron. Merci à vous. Pour commencer, je vais donc demander à Emmanuel Montfort, si tu es dans la salle. Écoute, signale-toi. Bonjour Emmanuel, voilà. Je te vois. Je vais te laisser introduire cette conférence et nous indiquer quels seront les points que tes étudiants aborderont au cours de leur présentation. Je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, merci beaucoup au TASDA quand même d'avoir organisé cette journée dans des conditions quand même un peu particulières. Je suis vraiment très très heureux de pouvoir que là, avec les étudiants, ça a été rappelé, c'est un travail qui a été fait notamment pendant le confinement. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse un peu mettre en avant cette belle implication de ces étudiants. Alors, au départ, comme on avait un peu changé de format, donc ça devait être un peu plus on devait avoir quelques présences physiques. Et j'avais pensé à rendre les choses un petit peu plus vivantes en interrogeant des acteurs de terrain. On a cette thématique là de l'écosystème qui nous mobilise tous. Et puis donc j'avais demandé à une association qui s'appelle l'Âge d'Or, qui est une association qui fait un très joli travail d'initiation, d'accompagnement à l'informatique envers les personnes âgées à Grenoble. Et je leur avais demandé justement de nous expliquer un peu comment est-ce que cette question des notices, des modes d'emploi, pouvaient les mobiliser, en quoi aussi elles pouvaient être problématiques dans leurs activités. Alors, ils nous avaient fait une petite vidéo, on peut pas la voir, là, malheureusement, bon, c'est pas très grave, mais du coup, pour un peu apporter cette parole de terrain, ce qui apparaissait de leur témoignage, c'est que ça fait longtemps, en fait, qu'ils ont cette réflexion sur les notices d'information, les modes d'emploi, que même si eux proposent un accompagnement humain, au cas par cas ou avec des petits groupes, ils ont des supports et ils sont obligés d'avoir un travail continu sur ces supports. Donc c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a besoin de mise à jour, il y a besoin d'adaptation. Et donc ce qu'on va essayer de faire là, avec ces 4 étudiants là du master de psychologie de l'université de Grenoble, c'est de voir un peu comment théoriquement et puis on peut expliquer ces difficultés, puis vers quoi on peut aller. Alors, donc, on avait, je vais vous expliquer, donc c'est vraiment ça, c'est le fruit d'un travail donc à mobiliser des étudiants. Et puis, donc on est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fonctionné. Donc ça s'est passé au mois de mai, c'était au mois de mai dernier. Donc moi j'avais souhaité faire travailler les étudiants sur une problématique pratique. On avait échangé donc avec le TASDA. Voilà, sur un cas concret. Puis il y avait eu cette question du non-recours aux notices d'information, au mode d'emploi. Alors je dis, ok, on va faire travailler ces étudiants sur cette question, puis on va voir ce qu'ils sont capables de proposer. Hop. Alors, donc la première chose, notamment dans ce travail, et puis je pense que c'est pas mal de commencer par ça, c'est de se dire que, faut quand même préciser que les notices d'information, les modes d'emploi sont des textes qui sont des textes assez particuliers. Donc, c'est des textes qui ont un format particulier. Ça, c'est important parce que ça va nous permettre, après, de bien comprendre où peuvent intervenir les différentes dimensions du fonctionnement psychique. Alors, ce type de texte, c'est ce qu'on appelle un texte de consigne d'action. Alors ça, c'est pas très grave, c'est notre jargon. Mais un texte de consigne d'action, c'est d'abord un texte qui va orienter vers un but particulier. Donc, il est orienté, c'est pas comme lire un roman. Là, on est orienté vers un objectif. C'est aussi un texte qui va donner des consignes. Donc, il va expliquer quelles sont les actions à réaliser. Et très souvent, ces actions, elles ont un ordre particulier. Donc, il y a le problème de la structuration, de l'organisation de ces actions, c'est quelque chose qui est important.
C'est un texte aussi qui mobilise des connaissances, hein. On ne part pas de rien. Quand on lit une notice d'information, on a déjà des connaissances au préalable et puis on va les appliquer. Et enfin, c'est un texte qui va être utilisé dans un contexte. Et très souvent, ce sont des textes qui sont utilisés dans des contextes de vie. Bon. Donc ça, c'est pour comprendre d'où on part. Ça veut dire que s'il y a cette forme particulière, ça va impliquer les personnes, là, dans notre cas, des personnes âgées, mais ça va les impliquer au travers de leurs compétences. Donc ça va mobiliser des compétences particulières, et notamment 2 grands types de compétences. Tout ce qui est lié au raisonnement, à la logique, à la compréhension, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, et bien après, tout ce qui est de l'ordre de la mémorisation, du souvenir. Donc, parce qu'il faut quand même être capable de se rappeler des choses. Et puis, ces textes, je l'ai dit tout à l'heure, sont des textes qui s'inscrivent dans un environnement. On utilise quand même rarement son texte tout seul dans son coin. On va l'utiliser parce qu'on a des interactions, on est dans un contexte social particulier, et puis on est aussi dans un contexte matériel. Ça fait appel à des ressources. Il faut avoir du matériel, les moyens de s'équiper de ce qui est demandé. Donc ça, c'est notre cadre théorique, c'est celui sur lequel donc on travaillait tous ces étudiants. Et tous ces facteurs, en fait, c'est ceux qui potentiellement vont permettre d'expliquer pourquoi est-ce que parfois il y a un non-recours. Pourquoi est-ce que dans certains cas, on a des usagers âgés qui n'utilisent pas ces notices ou ces modes d'emploi. Donc, durant ce confinement, il y a 21 étudiants de master de psychologie de l'Université Grenoble qui ont travaillé. Ils ont réalisé un travail et la première partie de leur travail était un travail d'analyse. Ce que je leur ai demandé, c'est d'analyser du coup les difficultés potentielles des personnes âgées pour l'utilisation de ces notices d'information, de ces modes d'emploi, en s'appuyant sur leurs connaissances sur 5 types de processus psychiques. Alors le premier, c'était les capacités intellectuelles, ce qu'on appelle la cognition, au sens large, où on peut mettre ça sous le versant de l'intelligence, et ce sera développé tout à l'heure. Le deuxième renvoie à la mémoire. Le troisième, c'est la personnalité, la manière dont chacun se définit, et on va voir que les choses évoluent au cours du vieillissement. La quatrième type de compétences, ce sont les compétences sociales, donc ça renvoie à tout ce qui va entraîner des interactions qui vont parfois permettre de faciliter ou au contraire, peut-être peuvent être des freins à l'utilisation de ces notices. Et enfin, 5e type de processus, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Donc, des représentations, et en l'occurrence, sur la vieillesse et le vieillissement, ce qu'on appelle l'agisme. Et on verra que ça a une importance très particulière sur la manière de communiquer, notamment dans ces textes. Donc, à partir de ces résultats, donc les étudiants ont de leurs analyses, des résultats qu'eux ont pu produire, ensuite, ils ont pu proposer un certain nombre de préconisations. Et donc ça, c'est ce que nous allons pouvoir voir. Mais maintenant, je vais leur laisser la parole. Merci Emmanuel pour cette introduction. Nous allons donc entrer dans le sujet par la cognition, par l'intelligence, en écoutant Alexis Rovelli, que j'invite à nous rejoindre. Alexis, pouvez-vous allumer votre caméra et votre micro? Vous allez donc nous parler de l'évolution cognitive au fil du temps et de ses implications en matière d'usage des modes d'emploi. Nous vous écoutons. Si vous êtes arrivé. Nous allons donc devoir rejoindre Alexis par une autre manière. En attendant, ce qu'on peut déjà signaler, c'est que nous avons une perception du vieillissement dans toutes ses dimensions. Nous allons donc voyager dans la thématique du vieillissement sur l'aspect aussi bien biologique que psychologique et social. Et je vois qu'à présent, je peux laisser la parole à Alexis. Bienvenue parmi nous. Merci Amandine et bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter les compétences intellectuelles chez les personnes âgées. Alors déjà dans une partie un peu plus évolutive de cette intelligence chez la personne âgée. Et ensuite, on va voir ces compétences intellectuelles dans le contexte des notices
ainsi que des modes d'emploi. Alors pour commencer, sur ce graphique, on voit au niveau de l'ordonnée du graphique l'évolution des différentes composantes de l'intelligence en fonction de l'âge. Et donc déjà le premier constat qu'on va pouvoir faire en regardant ce graphique-là, eh bien c'est que toutes les composantes intellectuelles ne déclinent pas et ne sont pas influencées de la même manière avec l'avancée en âge. Donc c'est déjà le premier constat qu'on peut faire. Par exemple, si on prend la courbe bleue qu'on voit et qui représente l'intelligence cristallisée, eh bien on voit que cette composante-là de l'intelligence reste assez épargnée par l'avancée en âge. Elle finit tout de même par décliner au bout d'un certain moment malgré tout, mais globalement, elle reste relativement bien préservée. Cette compétence, cette composante de l'intelligence, ça va être la capacité à utiliser ses connaissances, notamment de langage, ainsi que son expérience. Pour vous illustrer un peu ce concept, par exemple, lorsqu'on va utiliser notre voiture, ce qu'on va faire, ça va être de réutiliser une expérience qu'on a déjà acquise et faite auparavant. Et donc, le fait de réutiliser cette expérience à un moment présent, eh bien, on fait appel ici à notre intelligence cristallisée. Voilà pour cette composante. Ensuite, pour l'intelligence fluide, donc la courbe rouge, on voit que contrairement à l'intelligence cristallisée, elle décline et de façon relativement tôt dans le développement de l'individu. On dit que le déclin commence autour de 20 à 30 ans. Cette intelligence fluide, du coup, vu qu'elle décline tôt, forcément, elle sera peu préservée par la personne âgée. Cette intelligence fluide, elle représente la capacité à résoudre des problèmes nouveaux, ainsi qu'à avoir un raisonnement logique. Et pareillement, pour vous illustrer un peu le concept, si on prend l'intelligence fluide, on peut remarquer par exemple que dans les prix Nobel en mathématiques, on a beaucoup d'individus qui sont relativement jeunes. La plupart d'entre eux ont moins de 40 ans. L'une des explications à ce phénomène, eh bien, c'est cette baisse d'intelligence fluide et qui vient du coup, entre guillemets, pénaliser les gens qui sont un peu plus âgés. Parce qu'on a ce déclin qui est un peu plus avancé chez une personne ayant plus de 40 ans qu'une personne plutôt jeune. Enfin, pour finir sur cette diapo, le déclin général de l'intelligence chez la personne âgée va pouvoir être expliqué par la diminution de ses capacités sensorielles. Si on prend l'exemple d'une personne âgée ayant des difficultés auditives ou visuelles, eh bien forcément, on aura un impact au niveau de l'intelligence. Au niveau des informations, eh bien, on va avoir une moins bonne qualité, voire une absence d'information, ce qui va impacter l'intelligence. Voilà pour ça. Hop. Par rapport à ces conclusions sur les évolutions des compétences intellectuelles, je crois que vous avez quelques préconisations à nous adresser. C'est ça. Alors, du coup, je ne sais pas si la diapo est opérationnelle. Si. Ah oui, c'est bon. Nickel. Alors du coup, ouais, merci. Du coup, dans le contexte des notices d'information, on va observer que, eh bien, ça peut démotiver certaines personnes âgées à les utiliser, car des fois, ces modes d'emploi sont trop longs ou trop complexes pour elles. Ce qu'on peut faire, et pour adapter cela au plus grand nombre de personnes âgées possible, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, éviter les contraintes, que ce soit de temps ou de tâches en parallèle. Par exemple, on va pouvoir privilégier une structure de mode d'emploi en succession d'étapes. Ça va permettre de fragmenter l'information pour un problème donné et donc de limiter ces tâches en parallèle. On peut également multiplier les façons de faire une chance donnée. Par exemple, pour un problème précis, donner plusieurs pistes pour résoudre ce problème. Ça va permettre à la personne âgée, de choisir ce qui lui convient le mieux. Deuxièmement, on va pouvoir expliquer la structure de ce mode d'emploi. Si on fait pas ça en amont, c'est-à-dire d'expliquer comment fonctionne et s'organise la notice à la personne âgée, eh bien, elle va se retrouver en difficulté lorsqu'elle va l'utiliser. Elle va pouvoir potentiellement être confrontée à ses erreurs, ça va être compliqué pour elle,
Et donc, sur du long terme, malheureusement, ça va pouvoir lui faire perdre confiance en ses compétences et donc ne plus utiliser ce document, ce qui est dommage. Troisièmement, on va pouvoir également limiter les demandes de raisonnement logique, notamment lorsqu'elles sont complexes et abstraites. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a une baisse de cette intelligence fluide et donc une baisse de ce raisonnement logique. Donc, les informations qui seront abstraites ou en tout cas complexes vont être compliquées à intégrer pour les personnes âgées. Ce qu'on va faire, ça va être de privilégier des informations qui soient à la fois précises, courtes et factuelles. On va pouvoir également s'appuyer sur des connaissances générales sur le sujet et inciter à aller vers une représentation globale de l'information, que ça soit à travers des synthèses ou bien des résumés. Ça va permettre, la facilité d'accès aux informations essentielles et ça va permettre également que la personne âgée se retrouve beaucoup plus facilement dans son mode d'emploi. On va également pouvoir préconiser aux personnes âgées d'utiliser ces documents dans un environnement qui est relativement calme. Ça va permettre de limiter tout ce qui va être source de distraction, favorisant ainsi l'utilisation optimale des compétences intellectuelles. Pour finir, on va pouvoir également prendre en compte la baisse des capacités sensorielles, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, si on a une personne âgée ayant des difficultés visuelles, par exemple, on va pouvoir proposer une version du mode d'emploi qui sera adaptée, avec une taille de police, par exemple, qui serait plus grande, et en mettant en évidence les mots-clés et les concepts clés avec des couleurs. Voilà. Merci beaucoup, Alexis Rovelli. J'espère que nos webnotes ont un stylo et un papier ou un ordinateur, en tout cas, sur lesquels ils sont prêts à noter toutes ces préconisations, aussi bien sur le fond, la forme que l'environnement lié au mode d'emploi. Je vous remercie d'avoir mis en évidence que l'intelligence ne peut se penser en dehors des compétences sensorielles. Donc, on a bien mesuré que finalement, le mode d'emploi doit aider les personnes à résoudre un problème, mais que justement cette compétence de résolution de problème est affectée par le processus du vieillissement normal. Donc on a tout un enjeu probablement en tant que concepteur de mode d'emploi à potentialiser, à utiliser les compétences de l'intelligence cristallisée, notamment les compétences langagières, pour structurer, écrire nos modes d'emploi. Je vais maintenant m'adresser à Lucie Chauvin qui nous a rejoint. Lucie Chauvin, votre propos va porter sur les liens entre le vieillissement, l'évolution de la mémoire et les modes d'emploi. Si vous êtes prête à commencer, je vous propose de nous emmener avec vous sur le territoire de la mémoire. Donc bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez la diapo, je pense que oui. Nous voyons la diapo. Du coup, bon, parfait. Donc, moi, je vais vous parler de la mémoire et de l'impact du vieillissement sur celle-ci. Donc, ce qu'on observe, c'est une baisse globale de la capacité à traiter les informations avec le vieillissement, mais il faut spécifier quelles sont les capacités qui sont déficitaires et celles qui sont conservées parce qu'elles ne sont pas toutes impactées par le vieillissement de la même façon. Donc, on sait que ce n'est pas la capacité à garder une information en mémoire qui est altérée, mais d'autres capacités. Et ces capacités sont en orange-rouge sur le diapo. Donc la première capacité qui est altérée suite au vieillissement, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La définition qu'on peut en donner, c'est la capacité à agir sur plusieurs informations en même temps, pendant un temps court, et sachant qu'on doit les réorganiser. Donc c'est la capacité à retenir une information tout en réalisant un traitement dessus. Et l'exemple qu'on donne le plus souvent pour définir la mémoire de travail, ce serait lorsqu'on vous demande de ranger dans l'ordre croissant des chiffres qu'on vous donne à l'oral. Donc vous devez à la fois retenir les chiffres qu'on vous donne et les classer, donc traiter l'information. Une autre mémoire qui est impactée par le vieillissement, c'est la mémoire explicite. Donc c'est la capacité à vouloir volontairement se souvenir ou se rappeler de quelque chose. Et inversement, la mémoire implicite, celle auquel on fait appel sans qu'on nous demande clairement une information, elle n'est pas touchée.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est poser une question à une personne âgée, sachant qu'elle doit chercher l'information en mémoire, ça va la mettre en difficulté, mais lui demander de manière plus subtile, des fois, l'aide à retrouver l'information. Et pour terminer, la troisième capacité qui est mise à mal par le vieillissement, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc, c'est la capacité à mémoriser tous les éléments de contexte qui sont associés à une information. Par exemple, une personne âgée, elle peut se souvenir d'une information qu'elle a apprise, mais ne pas se souvenir de l'interlocuteur ou du lieu dans lequel elle l'a apprise, du support sur lequel elle l'a apprise. Donc tout cela m'amène à vous proposer plusieurs préconisations quand vous mettez en place vos modes d'emploi pour aider à mémoriser les informations chez les personnes âgées. La première astuce que je peux vous donner, c'est celle de limiter et de simplifier l'information qu'il faut que les personnes âgées apprennent pour ne pas surcharger leur capacité. Et dans ce sens, on peut ajouter des schémas, des représentations visuelles et aérer le texte le plus possible. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois un gros pavé, ça me démotive. Et en plus, les personnes âgées ont encore plus de mal à aller vers ce genre de mode d'emploi. Donc, aérer le plus possible, c'est important. La deuxième astuce que je peux vous proposer, c'est celle d'organiser les informations de manière séquentielle, comme l'a dit Alexis tout à l'heure. C'est-à-dire de classer les étapes dans l'ordre et de décrire l'objectif final de façon claire. C'est-à-dire que un exemple que je peux donner, c'est un objectif clair serait remplir votre déclaration d'impôt et un objectif flou serait utiliser correctement le site du gouvernement qui est beaucoup trop large et beaucoup trop flou. Une autre astuce que je peux donner, c'est celle de répéter les procédures qui sont décrites. Cela permet un meilleur encodage dans la mémoire de la personne. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire des résumés en bas de page, par exemple. Vous pouvez aussi aider à accéder au sens général pour que les personnes âgées se construisent leur propre image globale de ce qui est à faire, parce qu'elles ont du mal à abstraire et elles essaient toujours de retenir les informations comme elles sont dites, sans chercher à les comprendre. Donc, il faut les aider à atteindre ce sens global avec des aides et dans la manière dont on présente les choses. Et la dernière préconisation que je peux avoir, c'est celle d'utiliser plusieurs indices, qu'ils soient visuels ou auditifs, pour permettre à la personne âgée de se rappeler plus facilement l'information. Donc, par exemple, utiliser des couleurs, des sons, des logos, et par exemple, savoir que le bouton rouge, c'est éteindre. C'est plus facile pour retrouver après sur la page du mode d'emploi que de le mettre en bleu, alors que c'est pas le cas sur l'ordinateur, par exemple. Et voilà, j'ai fini avec mes petites préconisations. Petite mais costaud, comme on dit. Je vous remercie parce que là, on commence à prendre toute la mesure du travail qu'on a à faire sur nos modes d'emploi. On a vraiment un challenge pour accompagner les utilisateurs et pour faire un effort de formulation d'objectifs très clairs, ce qui n'est pas simple, d'organisation du document, ce qui ne va pas de soi parce que l'organisation qui est la mienne n'est pas forcément celle de la personne qui lira le mode d'emploi. Donc, on commence à prendre cette mesure-là de comment on peut tenir compte des effets du vieillissement dans la conception et la rédaction de nos documents comme les notices d'emploi. À présent, Pauline Tugler, vous allez pouvoir nous rejoindre et vous allez placer la focale sur un tout autre point. On ne parlera pas de cognition, on ne parlera pas de mémoire, mais vous allez nous parler de l'évolution de notre personnalité au fil du temps et de comment est-ce que cela peut jouer dans notre rapport, enfin dans le rapport en tout cas entre les aînés et les modes d'emploi. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de la personnalité d'un point de vue théorique et après, je vous apporterai 2-3 solutions pour les adapter au mode d'emploi. Donc, tout d'abord, la personnalité est définie comme une disposition à se comporter régulièrement d'une certaine façon. Donc, la recherche montre globalement une évolution de la personnalité en vieillissant, donc avec un accroissement de la stabilité émotionnelle, de la maîtrise des impulsions, de la fiabilité et du souci des autres.
Donc, cela correspond à ce qu'on voit avec le graphique que vous avez en cercle. Donc, cela correspond à moins d'extraversion. Donc, elle diminue. Donc, ça veut dire que les personnes ont moins tendance à aller vers les autres et à être sociables. On a aussi moins de sensibilité aux émotions, qui est le névrotisme. Ce qui veut dire que les personnes ont une plus grande maîtrise des émotions et sont moins impactées par ces dernières. Cela correspond aussi à moins d'ouverture aux expériences nouvelles. Donc, cela est traduit par une tendance à aller moins vers la nouveauté. Par contre, on a plus de confiance, ce qu'on appelle l'agréabilité. Donc, ce qu'on leur rapproche, c'est ce qu'on rapproche à l'altruisme et à la confiance. Et pour finir, cela correspond aussi à plus de conscience. Donc, c'est ce qui est défini par plus de disposition à s'organiser, ce qu'on appelle donc la conscience, c'est-à-dire le fait d'être consciencieux et d'être minutieux. Donc, cette évolution que je viens de vous expliquer a été désignée sous le terme de profil de la maturation, qui est associé à un niveau élevé de satisfaction et de bien-être chez les personnes âgées. Donc, de plus, il est aussi intéressant de voir que les personnes âgées utilisent moins de stratégies caractérisées par l'impulsivité et plus de stratégies d'interprétation des situations, d'évitement de conflits, d'acceptation des événements négatifs et font appel aux normes et aux principes. Donc, je vais changer de diapo. Donc, on va voir un peu les solutions qu'on pourrait apporter pour les personnes âgées pour qu'elles aient plus facile d'utiliser le mode d'emploi. Donc, il faut savoir que la maturation de la personnalité avec l'avancée en âge peut donc impliquer que les personnes âgées aient moins tendance justement à expérimenter cette nouveauté et par la même occasion peuvent limiter l'utilisation de ces notices d'information ou de modes d'emploi. Donc, d'autant plus si elles sont considérées comme anxiogènes et inconnues pour ces personnes âgées. Donc, les petites solutions pour favoriser justement cette utilisation, il est possible d'accompagner ces personnes âgées pour qu'elles soient beaucoup moins anxieuses, pour que ça soit plus facile pour elles, notamment quand elles sont en difficulté. Donc, on peut aussi favoriser les situations où elles peuvent s'entraîner avec ces documents. Donc, c'est important de les mettre avec ces documents pour qu'elles puissent les utiliser plus facilement. Donc, toujours en les accompagnant. Et c'est pour que ces personnes âgées soient confrontées, ne soient pas confrontées justement à des échecs. Donc, pour résumer, les deux solutions qu'on peut apporter pour les modes d'emploi, donc c'est de limiter les échecs et de renforcer la confiance chez les personnes âgées. Donc voilà. Merci à vous. Merci Madame Stugler. Vous nous avez montré comment on peut partir d'un modèle de personnalité, le modèle des Big Five, pour ceux qui le connaissent, l'appliquer au vieillissement et finalement en tirer des conséquences pour l'utilisation et la conception de nos modes d'emploi. Vous avez évoqué le profil de maturation, tout cela est fort intéressant et mériterait un peu plus de temps pour en discuter. Je ne doute pas que ça puisse aussi générer des interrogations chez nos webinautes qui nous suivent aujourd'hui. Donc, je rappelle, si vous avez des questions à adresser à nos intervenants, vous pouvez utiliser le chat qui est en bas à droite de votre écran. Emmanuel Montfort, vieillir, c'est aussi un processus social. Dès lors, comment est-ce que ce que nous savons sur les trajectoires sociales à l'âge adulte peut nous éclairer sur l'usage des notices et des modes d'emploi par les aînés? Alors, ce que je vais dire donc est totalement en résonance avec ce qui vient d'être expliqué, mais en même temps, il y a une tendance, on sait, forcément, c'est de façon assez logique, on sait que le nombre de contacts sociaux, le nombre de relations sociales a tendance à diminuer avec l'avancée en âge. On voit bien tout le problème actuellement avec le confinement pour des jeunes adultes à limiter leurs contacts sociaux. C'est quelque chose qui est loin d'être évident. La tendance naturelle avec le vieillissement, c'est de limiter, c'est d'avoir moins de contacts sociaux. Mais parallèlement, ce qu'on sait, c'est qu'avec l'avancée en âge, on a progressivement une plus grande satisfaction
ces relations sociales. Donc on a ce double mouvement qui fait qu'on a effectivement de moins en moins de relations. Notre réseau social a tendance à se diminuer, mais par contre, ce réseau social a tendance à se recentrer sur des relations qui sont de plus en plus satisfaisantes parce que ces relations, elles passent par des valeurs communes. Ce sont des relations qui sont autour, qui sont mieux choisies et qui sont donc plus source de satisfaction. Alors dans le jargon, en fait, c'est quelque chose qui a été appelé la sélectivité ou la sélection socio-émotionnelle. Cette sélection socio-émotionnelle, c'est un processus tout à fait naturel et qui est un processus qui est très adaptatif, qui permet du coup aux personnes qui vieillissent, alors que matériellement, concrètement, elles sont confrontées à moins de relations, eh bien, ça leur permet du coup d'être plus satisfaites de ce plus petit nombre de relations. Alors malgré tout, ces relations sociales, elles restent importantes. On est d'accord qu'avoir des relations sociales, c'est quelque chose qui est essentiel tout au long de l'existence. Et donc, on doit largement les encourager. Si on vient du coup à notre question de départ, alors ça va être finalement assez redondant avec ce qui a été dit sur la personnalité. Pour s'adapter à ces évolutions naturelles, on peut penser qu'il va être nécessaire, y compris dans l'utilisation de ces textes particuliers, qui sont pas évidents, on l'a vu, avec toutes les contraintes intellectuelles qu'elles mobilisent, il va être nécessaire de probablement, avec l'avancée en âge aussi, d'appliquer plus l'entourage, et notamment dans cette relation de proximité. Ces relations de proximité, c'est pas nécessairement que la famille, mais d'impliquer donc ces relations de proximité, effectivement, les enfants, les petits-enfants, les amis, dans l'utilisation de ces documents qui sont des documents techniques. Et puis ce qui va être aussi important, c'est de penser quelle est la place, quel est le rôle des personnes qui accompagnent. Je vous en avais parlé tout à l'heure un petit peu avec, par exemple, les animateurs numériques de l'âge d'or, qui ont cette réflexion, c'est quel est, du coup, il faut penser le positionnement. On peut voir, par exemple, la question se pose pour les lignes d'écoute, les hotlines, voilà, et comment on va penser, du coup, cet accompagnement, parce que il doit passer par le partage de valeurs, de règles sociales qui sont des règles sociales communes. Et aussi, donc, ce qui a été dit avec la personnalité, autour d'une relation de confiance. Merci. Au cœur de ces interactions sociales que vous nous décrivez, on sait que se construisent aussi des normes, des valeurs, des pensées, des représentations communes, notamment des représentations sur le vieillissement. Et c'est justement sur ce point-là que nous allons à présent entendre Elisa Giron. Elisa, vous allez nous parler de comment les constructions, les pensées communes que nous avons autour du vieillissement peuvent avoir un effet sur la façon dont les personnes appréhendent des objets, des modes d'emploi aussi dans leur quotidien. Il va être question d'un stéréotype en particulier. Ce stéréotype-là, c'est l'agisme. Alors, on en entend beaucoup parler. On entend parler aussi de mots qui ressemblent à l'agisme, comme le jeunisme, etc. Mais voilà, votre propos va se centrer sur l'agisme et je vous laisse à présent le micro. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors en fait, ce qu'on appelle l'agisme, c'est un ensemble de croyances qui sont socialement partagées, qui concernent des traits caractéristiques associés à l'âge. Et en fait, dans l'agisme, on va trouver tout ce qui est les idées reçues et les stéréotypes autour de la vieillesse et du vieillissement. Donc, on entend par exemple vieillir, c'est comme retomber en enfance, ou quand on est vieux, on perd la tête, ce genre de choses. Et en fait, cet ensemble de croyances et de représentations, elle va avoir une influence sur comment on se comporte avec les personnes âgées. Donc, par exemple, on va se mettre à parler plus fort en face d'une personne âgée sans même savoir si elle a des problèmes d'audition. On va aussi parler plus lentement. On va peut-être vouloir l'assister alors qu'elle est autonome. On va peut-être être plus facilement irrité par ses comportements, etc. Et tout ça, ça va avoir des conséquences sur la personne âgée. Il y a des expériences scientifiques qui ont montré que quand on expose une personne âgée à des représentations et des stéréotypes agistes,
en fait, elle a une moins bonne performance intellectuelle comparée à d'autres personnes âgées qui n'ont pas été exposées. Et même sans qu'on les expose volontairement, il y a un principe où on intériorise ces représentations tout au long de notre vie et ça va avoir des conséquences quand on devient âgé, comme un déclin cognitif plus intense et plus rapide. En général, on va avoir comme conséquence chez la personne âgée une mauvaise estime de soi. Et quand on la confronte à une tâche, en fait, elle va sentir qu'elle n'a pas les ressources pour y faire face et elle va évaluer la tâche comme plus difficile que ce qu'elle est réellement. Ce qui est du coup intéressant à prendre en compte quand on veut créer un mode d'emploi et une notice. Alors, ce qu'on va préconiser, on va le voir sur la diapo suivante. Ça va être des représentations qui sont non stigmatisantes. Une représentation stigmatisante, elle peut passer par exemple par l'image. Si on présente systématiquement la personne âgée en train de se faire aider, c'est plutôt dévalorisant plutôt que de la représenter en train de réussir une tâche de manière autonome. Ça peut aussi passer par des messages qui sont explicites. Imaginez un nouveau gadget électronique qui soit spécialisé pour la personne âgée, dont on trouve un texte dans la notice qui indique « Malgré votre âge, ce gadget vous permettra de… » Alors, c'est plutôt dévalorisant. Il va y avoir aussi des messages implicites. Par exemple, dans une notice, si on trouve le numéro d'aide sur toutes les pages, on va plutôt du coup favoriser les messages qui sont valorisants et rassurants. Par exemple, des introductions où on marquerait « Quelles que soient vos compétences en informatique, quelle que soit votre familiarité avec les nouvelles technologies, cette notice vous permettra de… » On peut aussi inclure des témoignages de personnes âgées qui sont à l'aise avec le sujet. Et on peut aussi mettre des renforcements. Souvent, dans les notices, il y a des étapes. Et au début de chaque nouvelle étape, ne serait-ce que marquer « Maintenant que vous avez réussi à faire ceci ou cela », ça permet de valoriser la personne âgée et ça l'incite à continuer. De manière générale, en fait, on va être attentif à la manière dont on construit le contenu d'une notice. Parce que si on part de l'idée où la tâche qu'on propose est trop difficile pour la personne âgée, on va avoir tendance soit à vouloir simplifier l'information et potentiellement à la rendre incomplète, soit à vouloir au contraire tout détailler, rajouter de l'information, ce qui peut trop complexifier le message. Donc, une autre solution va être d'impliquer la personne âgée dans le processus de création, ce qui va nous permettre d'avoir des représentations de la personne âgée qui soient positives et d'avoir un contenu qui soit adapté. Ça peut se faire par le biais de réunions, d'échanges ou d'enquêtes qualitatives pour prétester la notice. L'important va être de créer un échange entre créateurs de la notice et utilisateurs pour que tout le monde soit satisfait. Et ce qui peut être aussi positif, c'est que les créateurs de notices et plus généralement toutes les personnes qui travaillent avec les personnes âgées soient informées, voire formées de ce qu'est l'AGIS pour être sûr en fait de se tourner plutôt vers des propos, des comportements et des attitudes qui soient valorisantes pour la personne âgée, qui la soutiennent dans son efficacité personnelle et dans son autonomie. Voilà, merci. Merci pour cette belle démonstration et pour nous rappeler à tous que cette vigilance envers nos propres stéréotypes et doit être une vigilance de chaque instant. J'ai beaucoup aimé quand vous nous disiez que finalement parfois on assiste les personnes alors qu'elles n'en ont pas besoin et finalement quand on fait un mode d'emploi, le risque ça serait de effectivement vouloir trop assister aussi l'utilisateur. Donc il y a quand même un enjeu d'équilibre entre apporter le bon niveau d'aide à la personne sans trop en rajouter pour ne pas effectivement surfer sur ces véhicules surfer sur les stéréotypes agistes. Donc merci pour cette présentation. On a grâce à vous 5 vu l'évolution l'évolution de nous tous au fil du temps. Aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan de la mémoire, notre personnalité, et puis sur nos relations sociales, nos interactions sociales.
Ces thématiques, mises les unes après les autres, nous rappellent, s'il le fallait, que le processus de vieillissement, c'est un processus qui est extrêmement complexe finalement, qu'il est multifactoriel et qu'il est différentiel aussi. Il va s'exprimer de façon différente selon les individus. Vous avez eu la sympathie de formuler de nombreuses préconisations. Je vous remercie encore. Je vais demander à Emmanuel Montfort de faire un effort de synthèse. Emmanuel, je vais vous demander de de synthétiser quelles sont les solutions que vous mettriez en avant pour améliorer les notices d'utilisation et, a fortiori, améliorer l'usage de tous ces objets, ces produits, ces services qu'on développe pour les aînés. Alors c'est vrai, on n'a pas vocation ici à donner des solutions toutes faites. On sait bien que les choses sont quand même concrètement, c'est loin d'être aussi simple. Mais en même temps, voilà, si on peut retenir quelques grandes lignes, quelques grandes orientations qui sont qu'on peut essayer d'appliquer, si on veut améliorer ce type de texte. Mais bon, c'est des choses qu'on peut aussi utiliser d'une manière générale. Ce qu'on peut se dire, c'est que pour améliorer ces textes, ces notices, ces modes d'emploi, il faut se dire que l'information, elle doit être présentée avec des modalités différentes. Donc ça, la multimodalité, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, avec un texte, avec des sons, des images, de la vidéo. Voilà. Plus on va avoir de modalités de présentation, a priori, plus on peut espérer que le message passe bien. On doit se dire aussi que les objectifs doivent être clairement définis et que ces objectifs doivent répondre à des attentes. Donc il n'y a pas que la question de besoins supposés, supposés par les concepteurs de ces notices, mais aussi quelles sont les attentes des usagers, donc des personnes âgées elles-mêmes, et que ce soit présenté comme tel. L'information, elle doit être simplifiée parce que c'est pas la peine d'en présenter trop. On a vu qu'il y a des contraintes intellectuelles et puis elle doit être bien structurée. La question de la structuration, elle est extrêmement utile si on veut aider. On doit faire passer, ça vient d'être dit, une image qui doit être non stigmatisante, mais on peut même aller un peu plus loin, se dire qu'on doit avoir une image qui doit être valorisante. Aujourd'hui, la vieillesse, le vieillissement, c'est une opportunité pour la société. Les personnes âgées sont des acteurs importants et donc on doit aller dans le sens de cette valorisation. Enfin, le dernier point, c'est qu'on doit se dire que oui, on était parti de cette question des textes, des notices, en version papier souvent, mais pas que, mais que ces textes, ils s'utilisent quand même rarement tout seuls. Et donc, on doit penser à l'accompagnement. C'est comment est-ce qu'on va penser cet accompagnement aussi en fonction, je disais, en fonction des attentes et des besoins des personnes âgées. Alors, donc là, on a fait, c'était des grandes généralités, ce qui a été présenté. On a essayé de dégager des lignes, de présenter des grands résultats, des choses qui sont issues de la recherche scientifique en psychologie. Là, il ne faut pas oublier que les personnes âgées, elles sont aussi très différentes les unes des autres, et que là, il va falloir aussi penser les choses, c'est aussi penser cette diversité et penser cette hétérogénéité, le fait que ces personnes sont différentes. Et donc, je dirais qu'à partir de ces grandes recommandations ou des préconisations plus précises des étudiants, mais il ne faut pas oublier qu'on doit aussi clairement se demander, mais qui sont les personnes âgées à qui on s'adresse? Quelles sont les activités qui sont ciblées et qui vont être réalisées? Dans quel contexte est-ce que ces activités vont intervenir? Comment est-ce que ces activités vont pouvoir être réalisées soit de façon complètement isolée, mais la plupart du temps en interaction avec d'autres personnes? Donc je dirais que oui, on peut faire des préconisations générales, mais malgré tout, il faut aussi penser la singularité, l'hétérogénéité des personnes auxquelles on s'adresse et selon aussi les objectifs particuliers qui sont décrits par ces notices et ces modes d'emploi. Alors maintenant, voilà, je pense qu'on a un message aussi, c'est que là, on a quand même joie, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent, j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui vont nous écouter, nous regarder par la suite, mais je pense que maintenant, si on veut aller plus loin, ça va être à vous
qui nous écoutez, d'améliorer, de faire évoluer les choses et puis de trouver des solutions d'amélioration. Alors sur ces textes, et puis plus largement, on va voir, on peut aussi penser à notre écosystème, c'est quand même l'objectif, le sujet de la journée d'aujourd'hui, et puis avoir des solutions adaptées, adaptatives, et puis qui s'adressent à la plupart des personnes âgées, en tout cas au plus grand nombre, pour leur permettre de fonctionner au quotidien, et puis de rester engagés, et malgré toutes les évolutions. Et on voit bien notamment aujourd'hui, dans un contexte technologique fort, que l'évolution technologique, je ne vais pas la prendre au TASDA, bien évidemment, il faut aussi que ça s'inscrive dans ce contexte évolutif, notamment technologique, qui est très important. Merci. Alors, multimodalité, objectif explicite, dosage et structure de l'information, valorisation des utilisateurs âgés, penser l'hétérogénéité. Ce sont, pour vous qui nous suivez derrière vos écrans, probablement des pistes d'action intéressantes, ou peut-être que cela valide des choix de conception que vous avez d'ores et déjà faits. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations si vous en avez dans le chat. Nous allons répondre dans quelques instants à vos questions. Juste le temps pour moi de remercier nos 5 intervenants et de souligner l'importance d'avoir dans un écosystème des acteurs universitaires tels que vous. Vous nous avez permis, au travers de vos savoirs universitaires, de mieux connaître, mieux comprendre les processus biopsychosociaux du vieillissement pour qu'on puisse s'en servir, s'en inspirer pour guider nos pratiques en étant au plus près des besoins et au plus près de la réalité des personnes âgées. Vos préconisations, elles vont bien entendu au-delà de l'utilisation d'un savoir universitaire. On entend bien que vous nous dites d'aller vers l'utilisation et vers l'intérêt pour le savoir expérientiel, ce savoir qui est détenu par ceux et celles qui font l'expérience du vieillissement. Donc, Monsieur Rovelli, vous nous disiez qu'améliorer les notices, ça implique de s'appuyer justement sur cette intelligence qui a été cristallisée au fil du temps, au fil de l'expérience des aînés. Madame Giron, vous nous préconisiez d'impliquer concrètement ces utilisateurs dans des rencontres avec les concepteurs. Alors oui, il semble tout à fait essentiel de pouvoir s'adresser au moins à un moment aux utilisateurs eux-mêmes afin d'identifier ce que vous disiez, Monsieur Montfort, leurs objectifs, leur motivation à aller vers l'objet, les ressources dont ils disposent, mais les ressources aussi dont ils auraient besoin, et puis l'activité qu'ils souhaitent déployer en utilisant ce nouveau produit ou ce nouveau service. Donc finalement, oui, vos propos vont au-delà de l'écriture d'un mode d'emploi. On est sur le processus, même les phases amont du processus de conception d'un produit. Et pour soutenir cette démarche auprès des porteurs de projets dans l'écosystème isérois, il y a des opportunités réelles, des opportunités de demander l'avis à des seniors. On a vu ce matin avec l'appel à projet Med4Age que le jury de retraités qui expertisait les propositions des porteurs de projets, eh bien c'est une modalité de sollicitation. Il en existe d'autres. On entendait aussi ce matin le représentant du CRIDEV qui nous faisait part d'une démarche similaire. Il existe aussi le cadre TECADOM dont un autre intervenant nous parlera peut-être plus tard. Associer les utilisateurs, c'est pas seulement leur demander leur avis, il y a aussi toute une opportunité, tout un intérêt à aller vraiment au plus près, pas seulement de ce qu'ils pensent, mais de ce qu'ils font. On peut les observer, utiliser le mode d'emploi ou l'objet qu'on vient de développer. On peut aussi aller au-delà de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit tous. On ne voit pas, ce sont toutes les choses que les personnes ont tenté de faire. Peut-être ont-elles échoué, peut-être ont-elles réussi. Mais alors, quelle stratégie ont-elles déployé? Est-ce qu'elles avaient suffisamment d'indices ou est-ce qu'il faudrait leur en apporter davantage? Est-ce qu'elles avaient besoin d'un accompagnement? Sur quelles ressources se sont-elles appuyées? Et c'est vraiment par ce type de démarche auprès des personnes, en analysant leur activité, qu'on se donne une chance d'améliorer non seulement le mode d'emploi, bien sûr, mais aussi le produit qu'on développe. Et là encore, dans l'écosystème isérois, il y a des cadres et des opportunités d'accompagner les porteurs de projets dans leur processus de conception. C'est d'ailleurs l'objet de la table ronde qu'il y aura en fin de journée, donc à 15h30. Comment l'écosystème isérois accompagne les porteurs de projets.
Mais en attendant de répondre à cette question-là, je pense qu'il est temps de répondre aux questions des internautes qui participent. Je vais donc me tourner vers ma collègue Lauriane qui a le bâton de parole pour les questions. Lauriane, est-ce que tu pourrais nous adresser une première question, s'il te plaît, pour nos intervenants? Alors, je vous propose déjà de balayer j'ai 3 questions et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elles touchent à la fois au support, avec la question que pensez-vous des supports, des modes d'emploi numériques ou vidéo? Est-ce que sont-ils adaptés aux personnes âgées? On a une question sur le processus, finalement, qui devrait rédiger ces modes d'emploi? Est-ce que c'est des étudiants en psychologie? Et puis on a une question sur le contenu. Qu'est-ce qu'une information type bande dessinée qui a été évoquée tout à l'heure? Voilà, donc je sais pas par laquelle tu veux commenter, Amandine. Bah, celle qui s'affiche, je pense, sur notre écran. On voit donc apparaître de nouveaux supports de mode d'emploi, notamment des supports vidéo. Emmanuel Montfort, que pensez-vous de ces nouveaux supports pour diffuser de l'aide et des explications aux seniors? Alors, je pense que c'était un peu, ça a été un peu dit dans la présentation, je pense qu'il faut pas, a priori, on doit penser à la multimodalité de présentation. Donc on doit peut-être se dire que c'est pas un support doit en remplacer un autre, mais par contre, on a un intérêt à multiplier les canaux. Donc oui, la vidéo, oui, parce que je pense qu'on utilise tous, hein, c'est un moyen facile et peut-être des fois plus lisible d'avoir accès à des informations. Mais on doit aussi, on le disait, hein, c'est le traitement intellectuel, il s'appuie sur des connaissances antérieures et aussi sur des habitudes. Donc on ne va pas remplacer non plus des habitudes, par exemple, autour du mode d'emploi papier. Par contre, oui, je dirais oui, plus on va avoir de modalités différentes, plus on va avoir d'opportunités, plus on va aussi favoriser le choix et plus on va limiter, on va permettre de s'adapter justement à une diminution des capacités qui peut arriver. Alors c'est vrai que souvent c'est quand même chez les plus âgés, mais on a vu sur l'intelligence que la diminution des capacités d'intelligence fluide, elle commence très tôt. Hein. Donc je dirais oui, complètement. La bande dessinée, pareil. Hein. On voit bien, la bande dessinée, c'est intéressant parce qu'on a un support qui est à la fois très structuré, l'organisation de l'histoire, alors c'est plutôt sur une histoire, mais la succession des activités qui sont décrites, elles s'enchaînent de façon séquentielle et logique dans le temps. On a cette représentation imagée, en plus, qui permet du coup d'accéder peut-être parfois plus directement à une représentation globale et plus simple des choses. Donc oui, la vidéo, oui aussi. Alors par contre, la vidéo, la différence avec la bande dessinée, c'est qu'on va pas avoir l'ensemble des étapes. On voit bien une image en chasse une autre. Donc peut-être que sur une information trop complexe, du coup, ça peut au contraire être quelque chose qui va être trop consommateur d'un point de vue intellectuel. Une image en chasse une autre, ça renvoie aussi à tout l'enjeu lié aux capacités à gérer l'abstraction chez les aînés et à se représenter finalement l'étape suivante seul. Je me dis aussi en vous écoutant que la multimodalité, c'est peut-être une opportunité d'accompagner la montée en expertise des utilisateurs. Une personne qui découvre un objet pour la première fois a besoin d'un niveau de guidage qui peut peut-être justifier un type de support. Et puis, plus il s'habitue à l'utiliser, moins il a besoin de ce niveau de guidage appuyé. À ce moment-là, un autre type de support plus court, plus focalisé sur un point ou sur une difficulté possible pourrait peut-être aussi être judicieux. Et ça viendrait aussi simuler le processus d'accompagnement que vous avez préconisé régulièrement, c'est-à-dire qu'il est important d'accompagner l'utilisateur dans le temps, mais cet accompagnement suppose aussi de s'adapter à l'évolution de ses compétences et de sa pratique de l'outil. Merci. Oui, Lauriane. Juste, j'ai une question complémentaire. Juste, j'en déduis donc, Monsieur Montfort, pour répondre à la question, que dans cette idée de multiplier tous les supports, le mode d'emploi numérique est aussi bien sûr à prévoir. Donc la question complémentaire, c'est donc de façon similaire au guide d'accessibilité pour les contenus web, le WCAG, serait-il souhaitable de produire un tel guide de production pour les modes d'emploi?
Je vous livre cette question, ne sachant pas ce que c'est le WCAG. Merci pour votre réponse. En tout cas, peut-être que on peut généraliser la question en se disant est-ce que la production de normes d'accessibilité est souhaitable et suffisante? Voilà. Juste simplement, hein, ce sont des normes qui, dans le domaine du numérique, permettent d'afficher plus gros, moins gros, et donc d'avoir des ajustements, notamment des interfaces web, si on prend cet exemple, par exemple, qui permet à un lecteur, selon ses capacités visuelles, là en l'occurrence, d'adapter le contenu. Hein. Donc ça fait écho à ce qu'on a dit ce matin au CRIDEV, dans lequel il n'y a pas que le côté accessibilité au sens un peu technique du terme. C'est plus compliqué que ça. Et là, Emmanuel, je pense que tu pourras apporter des éléments. Mais est-ce qu'un guide existe ou serait possible donc sur ce sujet avec une approche plus globale? Pas à ma connaissance. C'est vrai qu'on a sur le volet, on va dire très sur cette ergonomie très technique, très fonctionnelle. Il y a des choses, hein, ce type de ressources, elles sont extrêmement importantes. Par contre, il faut pas oublier, c'est ce qui a été dit aussi, mais peut-être que ça pourrait être précisé, hein, que il faut se dire attention, il faut penser cet accompagnement par rapport. Je voyais une question tout à l'heure, à partir de quand est-ce qu'on est une personne âgée? Donc ça renvoie vraiment aussi à l'image que la personne âgée qui va utiliser ce guide ou cette notice, ce document ou cette ressource web ou cette vidéo, il faut voir quelle est l'image que la personne a d'elle-même et puis quelle est l'image que ça lui renvoie. Donc c'est vrai que si à un moment on n'est que sur des contraintes, on met en avant que les difficultés fonctionnelles, on risque aussi d'avoir des effets contraires à ceux qu'on souhaite. C'est-à-dire, on peut aussi renvoyer une image dégradée de la personne. Ça, c'est des choses qui sont pas faciles à appréhender. Hein. Forcément, il faut les tester, il faut les évaluer avec les personnes elles-mêmes. Sur la partie normative, peut-être signaler également que des guides existent. Alors, ils ne sont pas estampillés typiquement guides pour construire votre mode d'emploi, mais ce sont des guides qui se basent sur une norme ISO pour la rédaction des notices de sécurité des différents objets du quotidien. Donc, il existe un cadre réglementaire, un cadre normatif sur lequel peut-être on peut aussi s'appuyer. Véronique ? Juste une notion pour rebondir sur ce que dit Emmanuel. L'essentiel d'abord est de savoir positionner sa cible. Et donc, tant qu'on n'a pas été capable de définir quelle était la cible au sens marketing du terme, de la segmentation du marché, de tel produit ou de tel service, écrire un guide dans l'absolu n'a pas de sens. Donc, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, à qui est-ce qu'on s'adresse, dans quel contexte, quel type de profil, on a demandé ce matin aux porteurs de projets de faire l'effort, entre guillemets, de parler de persona. C'est pour se mettre dans la dynamique de dire, mais finalement, ma cible, c'est qui? Quelles sont ses principales caractéristiques? Et là, probablement, pour le mode d'emploi, évidemment, il y a une incidence directe. C'est selon les caractéristiques de ma cible, eh bien, je ne vais pas probablement m'y prendre différemment. Donc, le mode d'emploi n'arrive qu'après tout un processus, bien sûr, de définition du produit, du type d'utilisateur, du contexte d'utilisation. C'est un outil qui est au service de tout ce processus, y compris de l'accompagnement dont on parle. Ça, c'est un point. Et après, Emmanuel, si tu en es d'accord, bien sûr, nous diffuserons à ceux qui ont participé à ce colloque les résultats de la réflexion des étudiants s'ils sont d'accord également. Sur les guides numériques, peut-être un point de vigilance. Le guide que nous téléchargeons, on l'a vu donc au TASDA dans le cadre de certaines études d'usage, les guides numériques qu'il faut télécharger sur Internet, puis ranger quelque part dans notre ordinateur, dans un fichier qu'on aura nous-mêmes nommé. Voilà, pour les utilisateurs aînés, en tout cas auprès de qui on a réalisé ces tests d'usage, ça peut complexifier le retour au mode d'emploi. Je retourne au mode d'emploi quand je suis dans une difficulté et que j'ai déjà souvent épuisé toutes les possibilités d'aide. J'ai sollicité mon voisin, j'ai sollicité quelqu'un que je connais au téléphone, j'ai fait une recherche peut-être même sur le moteur de recherche avant même de me dire tiens, j'ai le mode d'emploi. Donc le support numérique, pourquoi pas, à condition que ce soit un support accessible dans l'espace. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux répondre à la question, mais c'est typiquement ce qu'on vient de dire. Un guide numérique, est-ce que c'est adapté aux personnes âgées? La question dans l'absolu n'a pas de sens.
Si vous proposez une tablette tactile pour des gens qui se mettent pour la première fois sur une tablette tactile, vous n'allez pas proposer un guide numérique puisqu'il démarre dans le contexte de la prise en main du numérique. Si inversement, vous proposez un logiciel avec des gens qui sont extrêmement habitués à l'environnement numérique, ça a plus de sens. Donc l'âge n'y est pour rien. Enfin, Emmanuel, tu viens compléter, mais tout va dépendre bien sûr du type du produit et du contexte d'utilisation et de l'objet du produit. Complètement. Et on le voit bien, par exemple, on voit aujourd'hui si on achète un téléphone, un smartphone ou un ordinateur, il n'y a quasiment pas de mode d'emploi. Et le présupposé, il est quand même assez paradoxal, hein, c'est que du coup, on sait comment ça se démarre. Nous, on l'avait vu, par exemple, dans un travail de recherche avec des personnes très âgées ou avec des troubles intellectuels parce qu'il y avait des pathologies type Alzheimer. La première chose, c'est comment on démarre. Donc, il y a des choses qui peuvent être supposées comme étant évidentes et qui ne le sont pas pour certains usagers. Mais par contre, si on s'adresse à des personnes, on va dire des personnes âgées, des jeunes retraités, 65, 70 ans, c'est des gens pour lesquels on n'a pas besoin. Si on leur rappelle, voilà, appuyez sur le bouton démarrer on pour allumer votre tablette, là, on risque d'être stigmatisant. Donc, on aura un effet contraire. Donc, on voit bien que finalement, la même aide peut avoir des effets contraires. Je vais rebondir parce que je vois une question là sur le chat là à côté. Et puis, est-ce que du coup, les choses vont changer avec le temps? Parce que forcément, les personnes âgées, comme tout le monde, sont de plus en plus équipées avec le numérique. Alors ça, c'est vrai. Hein. Toutes les grandes études le montrent. En fait, les personnes âgées, elles sont comme tout le monde. Hein. Elles vivent avec leur temps, donc il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont un ordinateur, un smartphone, quasiment toutes maintenant. Mais malgré tout, les technologies continuent à évoluer. Donc finalement, on peut penser qu'on va toujours avoir besoin d'un accompagnement avec du papier, mais aussi avec de l'humain pour suivre ces évolutions. Donc oui, on peut penser qu'il va y avoir une plus grande familiarité. Par contre, il y a de plus en plus d'exigences aussi. Donc je pense pas qu'il y ait un moment où on va pouvoir lâcher les gens comme ça, seuls, et qu'elles seront, même à un âge très avancé, complètement à l'aise avec toutes les technologies, si on est sur ces technologies. Hein. Par exemple, si je reviens à l'exemple de l'âge d'or, l'âge d'or est obligé de remettre tous les ans en question cette question des notices, la manière dont on va expliquer une information, et puis de l'adapter aussi à son public. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il n'y a pas de solution généraliste. Ça renvoie vraiment cette remarque que je voyais sur à quel âge est-ce qu'on est une personne âgée. Il n'y a pas un âge particulier. Hein. Ça, c'est une convention sociale. On l'a vu aussi dans la présentation. On est sur un continuum. Ça évolue avec le temps. Et en même temps, les contraintes, les exigences de la société évoluent. Voilà. Donc tout doit être adapté, adaptable, mais en même temps, on l'a vu, il y a quand même des choses, il y a des orientations. Je vous invite quand même à penser à ce qu'on dit des étudiants, voilà, que je remercie encore pour leur grande implication. C'était pas facile quand ils ont fait tout ça. Ils étaient tous enfermés comme nous tous, et pourtant très volontaires. Et puis c'est un joli travail. Enfin, moi je trouve. Oui, effectivement, on est ravis de pouvoir en profiter aujourd'hui et en faire profiter notre audience. C'est d'ailleurs les étudiants dont vous parlez. Une question leur est indirectement adressée. Est-ce que pour la rédaction de tels modes d'emploi, ce devrait être un travail réalisé par les étudiants en psychologie, ou est-ce que d'autres professionnels ou d'autres organisations devraient être impliqués dans la réalisation de ces modes d'emploi? Peut-être qu'on peut les laisser répondre, non? Allons-y. Alors, est-ce que l'un d'entre eux peut rallumer sa caméra et son micro? Par exemple, Elisa Giron, là, vous disiez quelque chose justement sur la place des usagers. Je pense qu'il y a un début de réponse. Alors, s'ils sont prêts, je vais le faire. Ouais. Alors, c'est mon point de vue à moi. Je pense qu'on peut tous avoir des points de vue différents. On sait bien quand on est un professionnel, on a souvent un point de vue d'expert. On a besoin d'experts. Hein. Et en même temps, je pense que c'est important de regarder ce qui a été, ce qui a été présenté. Ça vient de la recherche en psychologie. Ça ne sort pas de notre chapeau. C'est des choses qui sont intéressantes. Mais on a aussi besoin d'avoir les avis des gens qui sont sur le terrain. On a besoin d'avoir les avis des personnes qui sont concernées. Donc, je
pense qu'il n'y a pas une personne. Hein. Tout ça, c'est un travail à faire en collaboration. Hein. C'est notre écosystème. Oui, effectivement, hein, dans ce que vous avez pu dire, on voit la valeur de la psychologie pour la rédaction d'un mode d'emploi. On voit aussi qu'il y a un enjeu très ergonomique lié au mode d'emploi, donc peut-être des compétences en ergonomie. Le support du mode d'emploi, c'est quelque chose qui est rédigé, qui est diffusé, qui est communiqué, peut-être des compétences aussi dans ce champ-là. Et effectivement, le savoir expérientiel dont on parlait, c'est effectivement quelque chose de pluridisciplinaire, mais qui place au centre l'analyse de l'humain et de son activité. Donc effectivement, sous le prisme de la psychologie, c'est très intéressant, mais peut-être sous d'autres prismes. Est-ce que nous avons une autre question? Alors j'ai une question très générale hein, qui concerne, on va dire, quand même l'ensemble de la journée. Peut-être qu'on ne pourra pas y répondre rapidement, mais à partir de quel âge considère-t-on qu'une personne est âgée? Emmanuel Montfort, vous avez 1 minute 10. Alors, si je le dis sur le ton de la boutade, le jour de sa naissance, Ouais. là, il y a deux choses. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a le vieillissement, et qui souvent sont confondus. Alors, il y a le vieillissement, et le vieillissement, c'est un processus. Classiquement, on le fait démarrer au début de l'âge adulte, hein, mais pour certains, c'est ça, c'est depuis la naissance, la conception. Donc, on l'a vu, hein, c'est un continuum. On n'a pas, par exemple, des problèmes de mémoire ou des difficultés à utiliser des informations abstraites à un jour précis. C'est quelque chose qui arrive progressivement dans la vie des individus. Et vous voyez, la capacité à traiter des informations abstraites, à avoir des raisonnements logiques, ben, c'est quelque chose qui arrive assez tôt, hein, finalement. Alors, selon les travaux, on situe ça entre vers 20-30 ans. Voilà. Mais il y a une autre notion, c'est celle de vieillesse. Et la vieillesse, c'est d'abord une convention. Hein. C'est une convention, ça renvoie à des normes, et qui sont d'abord des normes sociales. Alors souvent, ben voilà, classiquement, on va utiliser des repères classiques. Le repère le plus classique, c'est l'âge moyen du départ à la retraite. Mais bon, ça reste une norme. Et forcément, cette norme, elle va se confronter après aux propres représentations des individus. Donc, il n'y a pas d'âge particulier. Enfin, quand on parle d'âge, c'est l'âge chronologique. L'âge chronologique, il est intéressant pour avoir un repère, mais comme tout repère, il est très limité. Donc, ça renvoie encore à ce que disait Véronique Chirier. Il faut avoir, c'est marketing, on parle de cible. Nous, en psycho, on va dire qu'il faut bien caractériser les individus, mais pour mieux les comprendre. Mais c'est la même chose. On doit savoir quelle est la personne à qui on s'adresse. Et pour ça, rien de mieux que les interroger. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure cet atelier. Merci beaucoup à Emmanuel Montfort, à ses étudiants à l'université. On fait juste le constat qu'on passe beaucoup d'énergie à faire ces documents en mode d'emploi. Nous tous, on l'a fait, en tout cas dans nos projets divers et variés. Il y a un côté extrêmement frustrant derrière parce qu'on s'aperçoit que ces documents ne sont pas utilisés. Donc, on se dit, on a mal fait le travail. Alors, c'est peut-être aussi une question d'accompagnement. Donc, derrière cet investissement, c'est quand même intéressant qu'on se pose la question de l'utilité de ce temps passé à rédiger des documents, finalement, est-ce que vraiment ça justifie ou pas, et on continue à penser que oui, ça le justifie. Donc on voulait effectivement un petit peu approfondir le sujet, et je fais juste une toute petite parenthèse aussi sur un autre projet sur lequel on a beaucoup poussé la domotique, en disant finalement la domotique elle est utile pour des gens autonomes en termes de confort ou de sécurité, les volets roulants typiquement, admettons, et la domotique elle est aussi utile pour des gens fragiles parce que finalement ça me rappelle que j'ai oublié de fermer les volets, et la domotique c'est aussi utile pour des gens en perte d'autonomie
parce que, eh bien, ils sont représentatifs d'une certaine actimétrie de comportement au sein du domicile, et donc ça peut envoyer des informations intéressantes à ceux qui m'accompagnent. On voit là trois, j'ai envie de dire, cas d'usage complètement différents avec le même matériel. C'est certainement pas le même mode d'emploi. C'est certainement pas la même façon de présenter les choses. Donc on a également cette problématique. Là tout à l'heure il y avait une question sur l'évolution dans le temps, si je puis dire, des outils numériques et du contexte de vie de la personne. On a, et donc les étudiants l'ont bien montré, il y a bien une évolution qui n'est pas la même d'une personne à l'autre, mais dans le temps. Ça veut dire qu'au regard de cette évolution, mes besoins et mon usage également vont être différents. Alors, on rajoute entre guillemets une difficulté supplémentaire à cette brique qui est le mode d'emploi, puisque selon ma situation, je ne vais pas attendre le même type d'information dans ce document. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que bien sûr, toute cette énergie qu'on met à développer des modes d'emploi a du sens si et seulement si on a mis aussi au préalable de l'énergie pour s'assurer que le produit qu'on propose a été suffisamment bien pensé à l'adresse de notre public. Un mode d'emploi ne pourra jamais compenser un défaut ou une limite du produit. Donc, penser le mode d'emploi, c'est essentiel. On le sait, on le voit dans des expériences scientifiques. Dans les années 60, le psychologue Conrad qui avait montré comment la qualité visuelle et structurelle d'un mode d'emploi impacte clairement la réussite ou pas à utiliser un produit. Donc oui, ça a du sens, mais ce qui a le plus de sens finalement, ça va être de travailler d'abord sur le produit, en partant de ce que les gens savent déjà, en partant du familier, en partant de ce qui peut être transférable de notre vie actuelle à la vie demain avec ce nouvel objet ou ce nouveau produit. Et après seulement penser ce mode d'emploi et ces différents niveaux d'information effectivement pour adresser les besoins au fil de la vie et du vieillissement, comme tu disais. Tu as raison, si le bouton est mal placé derrière, dessous, c'est pas le mode d'emploi qui va le rendre plus ergonomique. On est bien d'accord. Merci Amandine, merci à l'Université Grenoble-Alpes.